Chapitre 11. L'Américain. Absorbé dans sa conversation avec le vieux Georges, Fournier paraissait mécontent. Le concierge grognait de sa voix rauque. « Toujours les mêmes, ces policiers. Ils ne cessent de vous poser des questions. Qu'espèrent-ils donc? Que tôt ou tard on s'écarte de la vérité pour raconter des mensonges? Naturellement, des mensonges qui arrangent les faits au gré de ces messieurs. Je ne vous demande pas de me raconter des mensonges, mais seulement la vérité. Eh bien, je ne cesse de vous la dire, la vérité, parfaitement. Une femme est venue voir Madame Gisèle, la veille de son départ pour l'Angleterre. Vous me montrez un tas de photos et vous voulez que je reconnaisse cette femme parmi elles. Je vous le répète pour la 5e ou 6e fois. Ma vue est mauvaise, il faisait sombre, et je ne l'ai pas regardée de près. Je ne l'ai pas reconnue, la dame. Et ne la reconnaîtrai pas, même si je la voyais devant moi en chair et en os. Voilà. Vous ne pouvez vous rappeler si elle était petite ou grande, blonde ou brune, jeune ou vieille, j'ai peine à le croire. Fournier parlait d'un ton irrité et sarcastique. Ne le croyez pas si vous voulez, je m'en moque. Cela vous dégoûte d'avoir affaire à la police? Si Madame Gisèle n'avait pas été tuée là-haut, dans les nuages, vous m'accuseriez sans doute, moi, de l'avoir empoisonnée. Je vous connais, vous autres. Poirot prévint une réponse furibonde de la part de Fournier en glissant délicatement le bras sous celui de son ami. « Venez, mon vieux, mon estomac crie famine. Allons prendre un repas simple mais substantiel. Je vous propose une omelette aux champignons, une sole normande, un porc salut, le tout arrosé de vin rouge. Quel vin exactement ?» Fournier consulta sa montre. « Tiens, c'est vrai, déjà 1 heure en parlant à cet animal. » Il lança un regard sévère vers Georges. Poirot sourit aimablement au vieux concierge et lui dit alors « C'est entendu. La dame inconnue n'était ni grande, ni petite, ni brune, ni blonde, ni maigre, ni grosse. Vous pouvez tout de même nous dire si elle était chic. » « Chic, fit Georges, l'air admiratif. « Je retiens votre réponse, dit Poirot. C'est une femme chic, et j'ai idée qu'elle produit encore plus d'effet en costume de bain. » Georges le regarda fixement. « En costume de bain, que me chantez-vous là? Une jolie femme est toujours plus charmante en costume de bain, regardez-moi ça. » Il tendit au vieux Georges la feuille détachée du sketch. Le bonhomme en demeura bouche bée. « Eh bien, qu'en dites-vous » lui demanda Poirot. « Ils sont joliment bien balancés, ces deux-là, dit Georges, en rendant la page du magazine. Autant dire qu'ils sont en tenue d'Adam et Ève. Ah, c'est que nous avons découvert l'action bienfaisante du soleil sur la peau, c'est excellent pour la santé. » Georges acquiesça par un grognement, puis rentra dans sa loge, tandis que Fournier et Poirot sortaient dans la rue ensoleillée. Au cours du repas, le petit détective belge tira de sa poche le calepin noir de Madame Gisèle. Fournier témoigna une vive curiosité et manifesta sa colère contre Élise. « Son attitude s'explique, fit Poirot, la police. Ce mot suffit à effrayer les petites gens, il représente à leurs yeux une foule d'embêtements. Il en va de même dans tous les pays. » C'est là votre supériorité sur nous, le détective privé tire des témoins beaucoup plus que nous ne pouvons en obtenir par les voies officielles. Toutefois, il y a l'autre côté de la médaille. Nous autres, nous pouvons accéder au dossier. Et nous disposons d'une organisation de premier ordre. « Si vous voulez, travaillons ensemble, en toute amitié, dit Poirot, souriant. Cette omelette est délicieuse. » En attendant la sole, Fournier feuilleta le calepin noir, puis il prit des notes au crayon sur son propre carnet. « Avez-vous lu ceci » demanda-t-il à Poirot. « Non, j'y ai seulement jeté un coup d'œil. Vous permettez ?» Il prit le calepin des mains de Fournier. Lorsque le garçon eut servi le fromage, Poirot posa le calepin sur la table et regarda le Français. « Il y a là certaines annotations, » commença Fournier. « 5, dit Poirot. 5, je suis de votre avis. » Fournier lut dans son propre carnet. « CL 52, femme d'un lord, mari. BT 362, médecin, Harley Street. MR 24, contrefaçon d'antiquité. XV, B 724, anglais, abus de confiance. GF 45, tentative de meurtre, anglais. » Excellent, mon ami. Je constate que nos esprits fonctionnent avec une harmonie parfaite. Dans toutes ces pages, ces 5 lignes seulement paraissent avoir quelque rapport avec les passagers du Prométhée. Reprenons-les une par une.
Femme d'un lord, Marie, prononça Fournier. Il s'agit probablement de Lady Horbury. C'est, paraît-il, une passionnée du jeu. Rien de plus naturel qu'elle ait emprunté de l'argent à Madame Gisèle. Sa clientèle se composait spécialement de ce genre de personnes. Le mot mari peut être interprété de deux façons. Madame Gisèle s'attendait à ce que le mari payât les dettes de sa femme, ou la prêteuse possédait quelques secrets qu'elle menaçait de révéler au mari. Oui, dit Poirot, l'une ou l'autre de ces suppositions s'applique au cas de la dame. Cependant, je pencherai pour la seconde, d'autant que tout me porte à croire que la visiteuse de Madame Gisèle, la veille du voyage de celle-ci en avion, était Lady Horbury. Ah, vous la soupçonnez? Oui, et il me semble que vous partagez mon opinion sur ce point. Notre vieux concierge témoigne d'une discrétion un peu trop chevaleresque peut-être. Son entêtement à ne point se souvenir de la dite visiteuse en dit long là-dessus. Lady Horbury est certes très jolie. J'ai remarqué le léger tressaillement du père Georges, à peine visible, lorsque je lui ai tendu le portrait de cette dame en costume de bain reproduit dans le sketch. Lady Horbury elle-même s'est rendue chez Gisèle ce soir-là, sans aucun doute. Elle l'a suivi depuis le Pinet, prononça lentement Fournier. Cela montre son affolement. Votre supposition me paraît vraisemblable. Fournier le considéra d'un œil curieux. Mais elle ne cadre point avec vos idées personnelles, hein. Je vous l'ai déjà dit, cher ami, les indices qui, à mon sens, constituent une preuve de culpabilité m'entraînent sur une fausse piste. Je nage en plein mystère. Pourtant, voudriez-vous me dire quels sont ces indices lui demanda Fournier. Non, parce que là aussi je puis me tromper, et en vous les révélant, je ne réussirai qu'à vous induire en erreur. Travaillons donc chacun selon nos vues personnelles. Reprenons l'examen des notes de l'agenda de Madame Gisèle. BT 362, médecin Harley Street. Lut Fournier à haute voix. Ce qui désigne très probablement le docteur Bryant. Renseignement plutôt laconique, mais il ne faut rien négliger. Laissons ce sujet britannique aux soins de l'inspecteur Japp. Il m'appartient également, protesta Poirot. Moi aussi, je veux ma part du gâteau. MR24, contrefaçon d'antiquité, continua Fournier. Je pousse peut-être les choses un peu loin, mais cette ligne pourrait très bien s'appliquer au Dupont. Ne nous y fions pas trop, cependant. Monsieur Dupont est un archéologue éminent, connu dans le monde entier, et jouit partout de la plus haute considération. Ce qui constitue pour lui un énorme appoint et aplanit en sa faveur maintes difficultés. Mon cher Fournier, songez à l'estime et à l'admiration dont sont entourés la plupart des fameux escrocs, avant d'être démasqués. Ce n'est que trop vrai, acquiesça le Français avec un soupir. Une bonne réputation, déclara Poirot, est essentielle pour un escroc de grande envergure. Voilà un sujet à méditer, mais revenons à nos moutons. XVB 724 paraît très ambigu. Anglais, abus de conscience. Confiance. Pas très explicite, en effet. Qui, d'ordinaire, se rend coupable d'un abus de confiance? Un notaire? Un employé de banque? Tout homme qui occupe un poste important dans une firme commerciale. Ce ne peut être un écrivain, un dentiste, ni un médecin. Monsieur James Ryder est le seul représentant du commerce. Il a pu détourner des sommes d'argent et emprunter à Madame Gisèle pour cacher son vol. Voyons le dernier, GF45, tentative de meurtre, anglais. Le champ est vaste. Écrivain, dentiste, médecin, homme d'affaires, garçon de restaurant, coiffeuse, dame de la noblesse. N'importe laquelle de ces personnes peut être le GF45. Seuls les Dupont en sont exclus en raison de leur nationalité. Poirot appela le garçon et lui demanda l'addition. Où allons-nous ensuite, mon ami? À la sûreté, mon cher Poirot. Il y a peut-être du nouveau pour moi. Bien, je vous accompagne. Ensuite, j'effectuerai une petite démarche pour mon compte personnel et où votre aide me sera précieuse. À la sûreté, M. Poirot renoua connaissance avec le chef de la police qu'il avait rencontré plusieurs années auparavant au cours d'une enquête. M. Giles se montra affable. Enchanté d'apprendre que vous vous occupez de cette affaire, monsieur Poirot. Ma foi, mon cher monsieur Giles, le crime a été commis sous mes yeux. Je considère ce crime comme une insulte personnelle. Hercule Poirot dort, tandis qu'on assassine quelqu'un à côté de lui. Monsieur Giles hocha discrètement la tête. Ah, ces avions, par mauvais temps, ils sont loin d'être stables. Il s'en faut même de beaucoup. Il m'est arrivé à moi-même une ou deux fois d'être malade en survolant la Manche. On prétend qu'on fait marcher une armée par l'estomac, observa Poirot, mais combien plus sensible est l'influence de l'appareil digestif sur les circonvolutions délicates du cerveau.
Quand le mal de mer me prend, moi, Hercule Poirot, je ne suis plus qu'un individu quelconque de la race humaine, avec une intelligence bien au-dessous de la moyenne. Pitoyable. À propos, que devient mon excellent ami Giraud? Monsieur Gilles, homme prudent, ne releva pas le sens de cet à propos du petit Belge, mais répondit que Giraud continuait d'avancer en grade. Il est plein de zèle et d'une énergie inlassable, ajouta-t-il. Il n'a pas changé, dit Poirot, il se démène, il court de tous côtés, ne sait où donner de la tête, on le voit ici et là, partout. Il n'a pas même le temps de s'arrêter pour réfléchir. Ah, monsieur Poirot, voilà votre théorie, un homme du genre de monsieur Fournier présente plus d'affinité avec vous. Il sort de la nouvelle école et attache une grosse importance à la psychologie. Vous devez mieux vous entendre avec lui. Naturellement, naturellement. Il connaît fort bien l'anglais. Pour cette raison, nous l'avons envoyé à Croydon afin qu'il mène cette enquête. Madame Gisèle était une figure bien connue à Paris. La façon dont le meurtre a été commis reste des plus extraordinaires. Un dard empoisonné lancé par un chalumeau dans un avion. Je vous demande un peu, est-ce possible que pareil fait se produise? Voilà, s'écria Poirot, vous avez mis le doigt dessus. Vous venez d'enfoncer le clou. Ah, voici notre ami Fournier. À en juger par votre mine, Fournier, vous nous apportez du nouveau. Le mélancolique Fournier paraissait en effet très surexcité. Oui, un antiquaire grec, un certain Zéropoulos, a déclaré avoir vendu un chalumeau et des dards 3 jours avant le meurtre. La nouvelle causa une vive sensation. « Monsieur, dois-je interroger cet homme » ajouta Fournier, s'adressant à son chef. « Certes, allez-y tout de suite. Monsieur Poirot vous accompagnera-t-il » ? « J'en serais enchanté, dit Poirot. Cela me paraît intéressant, extrêmement intéressant. » La boutique de monsieur Zéropoulos, située rue Saint-Honoré, semblait des mieux fournies. On y voyait de magnifiques poteries persanes, 1 ou 2 bronzes de l'Oristan, quantité de bijoux indiens de pacotille, des rayons garnis de soieries et de broderies de divers pays, toute une collection de perles sans valeur aucune et de bibelots égyptiens à bon marché. C'était un de ces magasins où l'on paye 1 million de francs, ce qui, en réalité, vaut un demi-million ou 10 francs, un objet valant tout juste 50 centimes. Sa clientèle se composait surtout de touristes américains et d'amateurs érudits. Monsieur Zéropoulos était un petit homme râblé aux yeux noirs, brillant comme des perles. Très loquace, il ne cessait de parler avec une volubilité étourdissante. « Ces messieurs appartiennent à la police ?» Il était ravi de leur visite. Voulait-il entrer dans son bureau privé? En effet, il avait vendu un chalumeau et des dards, une curiosité de l'Amérique du Sud. « Vous comprenez, messieurs, je vends un peu de tout. Ici, j'ai ma spécialité, l'article persan. Monsieur Dupont, le distingué archéologue, vous en dira des nouvelles. Souvent, il vient admirer ma collection, contempler mes nouveaux achats, donner son approbation sur l'authenticité de certaines pièces. Quel homme, un vrai puits de science, quels yeux, quel flair! Mais je m'écarte du sujet. Je vous disais donc que je possède une collection de grande valeur, estimée de tous les connaisseurs, et aussi un assortiment d'articles disparates. Si vous voulez, messieurs, appelons cela ma camelote. Mais entendons-nous bien, de la camelote étrangère provenant des mers du Sud, de l'Inde, du Japon, de Bornéo, peu importe. Habituellement, je n'établis pas de prix pour ces fouillis. Si un client s'y intéresse, je lui fixe un prix selon une rapide estimation et en fin de compte, je me laisse rouler, il emporte la marchandise pour la moitié de ce que je lui demandais. Cependant, je ne me plains pas, le commerce va bien. J'achète ces articles à des marins de passage ordinairement à bas prix. Monsieur Zéropoulos reprit haleine, puis satisfait de lui-même, de son importance et de sa faconde, continua son monologue. J'avais ce chalumeau et ces dards depuis très longtemps, au moins 2 ans. Il se trouvait là, sur ce plateau, avec un collier de couris, une coiffure de peau rouge, 1 ou 2 idoles en bois et quelques perles de jade. Personne ne s'y arrêtait. Lorsqu'un jour, cet Américain me demanda des renseignements à leur sujet. « Un Américain ?» répéta Fournier. « Oui, un Américain, et encore pas de la meilleure espèce. Ce genre de type d'une ignorance crasse et dont l'ambition se borne à rapporter une quelconque antiquité aux États-Unis. Ces gens-là font la fortune des marchands de perles égyptiens. Ils achètent des scarabées les plus grotesquement fabriqués en Tchécoslovaquie. Je n'ai pas été long à jauger mon homme. Je lui parle des habitudes de certaines tribus et des poisons mortels dont elles font usage. Je lui fais valoir la rareté d'un tel objet. Il s'enquiert du prix, je le lui apprends. Bien entendu, j'annonce mon chiffre destiné aux Américains, élevé toutefois qu'auparavant. Hélas, ils souffrent également de la crise chez eux. Je m'attends à ce qu'ils marchandent, mais ils me payent sans barguigner. J'en demeure stupéfait, dommage.
j'aurais pu obtenir davantage. J'enveloppe le chalumeau et les dards dans un papier et il emporte le tout. J'avais oublié l'incident jusqu'au jour où je lus dans le journal le récit de cet étrange crime. Je me suis demandé, et je me suis mise en communication avec la police. Nous vous en sommes très reconnaissants, lui dit Fournier poliment. Croyez-vous pouvoir reconnaître ce chalumeau et ces dards ? Pour le moment, ils se trouvent à Londres, mais vous aurez sûrement l'occasion de les identifier. Le chalumeau était long comme cela, dit M. Zéropoulos, indiquant une mesure sur son bureau et de la grosseur de mon porte-plume. Il était de couleur claire. Les dards, il y en avait 4, étaient de longues épines légèrement décolorées à la pointe, avec un petit duvet rouge collé dessus. « De la soie rouge » demanda Poirot. Oui, monsieur, un rouge cerise quelque peu passé. C'est curieux, observa Fournier. Êtes-vous certain que sur l'un d'eux, le duvet n'était pas noir et jaune ? Le marchand secoua négativement la tête. Noir et jaune ? Non, monsieur. Fournier interrogea Poirot du regard. Un sourire de satisfaction épanouissait le visage du petit Belge. Fournier se demandait la raison de ce sourire. Zéropoulos mentait-il ? Il dit d'un ton ambigu. Il y a peut-être 19 chances sur 20 pour que ce chalumeau et ses dards n'aient rien à voir avec le crime. Néanmoins, j'aimerais que vous nous donniez le signalement aussi exact que possible de votre Américain. Zéropoulos étendit ses 2 mains. C'était simplement un Américain, il nasillait, ignorait le français, mâchait de la gomme et portait des lunettes d'écaille. Il était grand et ce me semble assez jeune. Brun ou blond ? Je ne saurais le préciser, il a gardé son chapeau. Le reconnaîtriez-vous ? Zéropoulos ne pouvait l'affirmer. Je n'en suis pas certain. Tant d'Américains vont et viennent dans mon magasin. D'autre part, je n'ai rien remarqué de spécial chez lui. Fournier étala sous ses yeux la collection d'instantanés, mais en vain. Le Grec ne reconnut son client sur aucune des photographies. Nous avons perdu notre temps, dit Fournier en quittant la boutique. C'est possible, acquiesça Poirot, mais attendons. Les étiquettes des poteries étaient de la même forme et certaines remarques de M. Zéropoulos me paraissent dignes de réflexion. À présent, mon ami, continuons notre chasse. Vous ne m'en voudrez pas si nous revenons bredouille. Où allons-nous ? Au boulevard des Capucines. Voyons, c'est le bureau de l'Universal Airlines. Ah oui, nous avons déjà mené notre petite enquête de ce côté et sans rien recueillir d'intéressant. Poirot lui tapa amicalement sur l'épaule. Ah, la réponse dépend de la question. Vous ne saviez pas quelle question poser. Et vous le savez ? Ma foi, j'ai une petite idée en tête. N'en dis pas davantage et bientôt ils arrivèrent au boulevard des Capucines. Le bureau de l'Universal Airlines était de dimension restreinte. Un jeune homme brun, l'air éveillé, se tenait derrière un comptoir de bois verni et un gamin de 15 ans environ était assis devant une machine à écrire. Fournier déclina sa qualité de policier et l'employé nommé Jules Perrault se mit à son entière disposition. À l'instigation de Poirot, le petit dactylographe fut envoyé en course. « Ce que nous avons à vous dire est d'ordre confidentiel, expliqua-t-il à l'employé. Jules Perrault parut agréablement surpris. « Je vous écoute, messieurs. Il s'agit du meurtre de Madame Gisèle. Ah oui, je m'en souviens, j'ai déjà répondu à quelques questions touchant ce crime. Parfaitement, mais il est nécessaire de préciser certains détails. Quand Madame Gisèle a-t-elle retenu sa place ? Je l'ai déjà dit, elle l'a retenue par téléphone le 17. Pour l'avion partant à midi le lendemain ? Oui, monsieur. Il me semble pourtant que la domestique parlait de l'avion de 8h45 du matin. Non, non. Du moins, voici ce qui s'est passé. La bonne de Madame Gisèle a demandé une place pour l'avion de 8h45. Mais comme celui-ci était au complet, nous lui avons offert une place dans le Prométhée, quittant le Bourget à midi. Ah, je comprends. Oui, monsieur, je comprends, mais c'est tout de même curieux, très curieux. L'employé le regardait, étonné. Un ami à moi, ayant décidé de partir pour l'Angleterre à la dernière minute, prit ce matin-là l'avion de 8h45 et m'a dit qu'il était à moitié vide. Monsieur Perrault feuilleta quelques papiers et se moucha. Votre ami s'est sans doute trompé, peut-être s'agissait-il de la veille ou du lendemain. Du jour même, puisqu'il m'a fait remarquer que s'il avait manqué le départ du matin, il se serait trouvé dans le Prométhée. Vraiment, ça c'est curieux, souvent des personnes ayant retenu des places n'arrivent pas à l'heure du départ et il reste alors des sièges inoccupés. Puis des erreurs se produisent parfois. Je vais me renseigner au Bourget. Les employés ne sont pas toujours précis.
Le regard interrogateur de Poirot posé sur lui décontenança visiblement Jules Perrault. Il se retourna et ses yeux papillotèrent. Une gouttelette de transpiration brilla sur son front. Ces deux explications paraissent plausibles. Toutefois, dit Poirot, la vérité est tout autre. Voyons, n'estimez-vous pas qu'il vaudrait mieux avouer? Avouer quoi? Je ne comprends pas. Mais si, vous me comprenez fort bien. Il s'agit d'un meurtre, monsieur Perrault. Je vous prie de ne point perdre de vue cette idée. Si vous omettez sciemment de nous fournir les renseignements exacts, les conséquences peuvent être fâcheuses pour vous. La police se montrera sévère si vous contrecarrez son travail. Jules Perrault le dévisagea, bouche ouverte, main tremblante. Avouez, commanda Poirot, nous désirons des renseignements précis. Combien avez-vous touché et qui vous a payé? Je ne croyais point à mal faire. Je ne pensais pas, jamais je n'aurais cru. Combien et qui? 5 000 francs. Je voyais ce monsieur pour la première fois. Je suis un homme perdu. Oui, si vous ne dites pas tout ce que vous savez. Allons, parlez, nous savons le pire. Racontez-nous comment tout cela s'est produit. La transpiration lui coulant sur le front, Jules Perrault s'exprima d'une voix saccadée. Je ne m'imaginais pas mal agir. Sur mon honneur, je n'y ai vu aucun mal. Un homme est entré et m'a dit qu'il partait pour l'Angleterre le lendemain matin. Il voulait emprunter de l'argent à Madame Gisèle. Il croyait augmenter ses chances de succès en ayant l'air de la rencontrer par hasard. Il savait que cette dame se rendait en Angleterre le lendemain. Mon rôle se bornait à lui dire que le premier avion était complet et à lui réserver le siège numéro 2 dans le Prométhée. Je jure, messieurs, que je n'ai vu aucune malice là-dedans. Les Américains sont ainsi faits. Ils traitent les affaires à leur manière. Les Américains? Interrompit vivement Fournier. Oui, ce monsieur était américain. Décrivez-nous-le. Grand, voûté, il avait des cheveux gris, des lunettes bordées d'écailles et une petite barbiche. A-t-il retenu une place pour lui-même? Oui, monsieur, le siège numéro 1, à côté d'elle, de celui que je devais réserver à Madame Gisèle. À quel nom? Silas Harper. Poirot hocha lentement la tête. Il n'y avait aucun passager de ce nom et le siège était vide. J'ai lu dans les journaux que cette place était inoccupée. Voilà pourquoi j'ai cru inutile de parler de cette affaire, étant donné que cet homme n'a pas voyagé dans le Prométhée. Fournier lui lança un coup d'œil glacial et lui dit « Vous avez caché à la police des renseignements de la plus haute importance, monsieur. Vous avez commis une faute très grave. » Puis il quitta le bureau en compagnie de Poirot, laissant là Jules Perrault qui les suivait des yeux d'un air effaré. Sur le trottoir, Fournier retira son chapeau et salua Poirot. « Mes compliments, monsieur Poirot. Comment cette idée vous est-elle venue ?» De 2 phrases bien distinctes. La première fut prononcée ce matin même par un voyageur qui se trouvait dans notre avion. Il disait à son voisin que le matin du crime, il était monté dans un avion presque vide. Et la seconde me vint d'Élise. À l'heure où elle téléphona à l'Universal Airlines, a-t-elle dit, il ne restait plus de place pour le départ du matin. Ces 2 témoignages ne concordaient point. Je me rappelais aussi que le garçon du Prométhée affirmait avoir déjà vu Madame Gisèle dans l'avion du matin. Elle avait donc l'habitude de prendre l'avion de 8h45. Mais quelqu'un avait intérêt à ce qu'elle partît par celui du midi, quelqu'un qui voyageait sur le Prométhée. Pourquoi l'employé a-t-il répondu que l'avion était au complet? Était-ce une erreur ou un mensonge? Je penchais pour la seconde hypothèse. Et j'avais raison. De minute en minute, l'affaire se complique, s'écria Fournier. D'abord, nous suivons la piste d'une femme. À présent, c'est d'un homme qu'il s'agit. Cet Américain. Il fit une pause et regarda Poirot. Celui-ci hochait doucement la tête. « Ah, mon ami, il est extrêmement facile de se faire passer pour un Américain ici à Paris. Une voix nasale, une petite barbiche, des lunettes à bord d'écailles, de la gomme à mâcher dans la bouche. Cela suffit pour improviser un Américain d'opérette. » Il prit dans sa poche la feuille arrachée du sketch. « Que regardez-vous ?»« Une comtesse en costume de bain. » « Vous croyez? Mais non, elle est petite, jolie, délicate. Elle ne saurait se déguiser en un Américain grand et voûté. Elle a fait du théâtre, je vous l'accorde, mais tout de même, il lui est impossible de jouer ce rôle. Non, mon ami, cette supposition ne tient pas debout. » « Soit, dit Hercule Poirot. Cependant, il examinait l'image avec un redoublement d'attention.